Bonjour, je vous emmène à balade aujourd'hui sur l'île Saint-Louis, juste derrière Notre-Dame, là où les vrais Parisiens ne vont jamais car c'est beaucoup trop touristique pour eux et croyez-moi, ils ont bien tort. Ici, tout est beau. Les quais, les ponts, les rues, les bâtisses, les levées de soleil, c'est à tomber. Mais moi, ce qui me touche particulièrement, ce sont les habitants. Car l'île est habitée et par de belles personnes, des gens curieux, étonnants, passionnés. Allez, on va les rencontrer en selle pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour, Bonjour, vous avez un coup de main? si vous voulez. Ça va? C'est quoi, c'est l'arrivage d'où ça? De Rungis, de ce matin. J'arrive à peine de... On a récupéré nos fraises des bois. Ah, c'est des fraises des bois ça? Ça sent bon, D'Espagne. Ah oui. Là, c'est le thym en fleurs. C'est pour faire quoi ça? Alors ça, c'est le sorbet thym citron qu'on peut faire que 3 semaines par an. Parce qu'on est obligé d'attendre que les fleurs, que le thym soit bien en fleurs. Sinon ça marche pas. Ça marche pas. La glace n'a pas de goût. Ça sera pas aussi bon. Voilà. Je peux en piquer une? Ouais. Muriel, Bonjour Yvan. ça va? Très bien. Et vous? Très bien. C'est vraiment une histoire de famille, Ouais. la maison Bertillon, et chacun a des rôles bien spécifiques. Hein. Tout à fait. Mon père et mon frère à la fabrication, donc un peu à l'arrière de la boutique. Et puis avec ma maman, on est toutes les deux à la boutique avec les clients. Ici, on est vraiment dans la maison historique. C'est là que ça a été fondé, Bertillon. Ouais. Mes arrière-grands-parents étaient là déjà depuis après la guerre, dans les années 45-48, et tenaient un café-hôtel qui s'appelait Le Bourgogne. Et au décès de mon arrière-grand-père, mes grands-parents sont venus tenir le café-hôtel ici. Et pour tout vous dire, mon grand-père, c'était pas sa passion, le café. Et il avait une turbine à glace, toute petite, de 3 ou 4 litres de glace. Et en fait, pour s'amuser, il faisait des glaces avec cette petite turbine. Et les vendait aux enfants à la sortie de l'école. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le bouche à oreille a très vite fonctionné. On a eu beaucoup de chance. Mais il faisait 4 parfums par jour au départ. Donc il a décidé, quand il a vu l'engouement pour les glaces, de transformer. Ils ont arrêté l'hôtel, arrêté le café. Et ils sont mis à faire vraiment des glaces. Ce qui est incroyable, c'est que la maison Bertillon, tout le monde connaît la maison Bertillon. C'est un nom mondialement connu et tout se fabrique ici, là. Ouais. Et pour nous, c'est vraiment la garantie de tout contrôler. Et mes parents vivent au-dessus. Mon père, des fois, le soir, refait des glaces si on n'en a pas assez. Pour nous, c'est hyper pratique. Et voilà, on veut surtout rester petit et qu'on puisse tout contrôler. Et Bertillon, c'est totalement indissociable de l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, c'est un petit village. Et du coup, c'est hyper important pour moi de rester dans ce quartier. J'ai l'impression que tous les autres quartiers sont beaucoup moins bien que l'île Saint-Louis. Vous êtes né là, vous êtes marié ici, Ouais. et ça a laissé un bon souvenir aux habitants de Et l'île. pour moi aussi. C'était comme si on était tous de la même famille. Mais en fait, à la sortie de l'église, tout le monde est venu, tous les commerçants, et on s'est retrouvés à remplir la rue. Moi, j'ai un souvenir d'une foule comme s'il y avait une manifestation. On a tous bu un coup ensemble, mangé des petits fours, et on avait l'impression d'être tous de la même famille. C'était extraordinaire. Impératif. Et on ne se serre pas les mains dans la glace. La Charlotte obligatoire. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc c'est donc ici que ça se passe. C'est là qu'on turbine, qu'on fabrique les crèmes glacées et qu'on turbine les glaces et les sorbets. Thierry, on peut tirer la myrtille, s'il te plaît? Voilà. Il y a combien de litres de glace qui sont fabriqués par jour ici? Il faut qu'on sorte quand même un minimum de 1000 à 1100 litres de glace par jour. C'est un minimum. Toute la production Bertillon, c'est fait ici. Ici. Donc myrtille du matin. Vous, Bernard, qu'est-ce qui vous plaît dans la fabrication de la glace? C'est l'artisanat des choses et puis le travail bien fait, surtout. Comme je dis à mes gars, on ne vous paye pas pour faire des glaces, on vous paye pour faire de bonnes glaces. Dites-moi, il y a quand même des petits secrets qu'on ne révèle pas ici. Hein. On ne montre pas tout. Je vais vous dire, le vrai secret,
c'est que la marchandise, il ne faut pas la caresser, il faut la mettre dans la glace. C'est le fruit, on met dedans, on n'hésite pas. Allez, les gens. J'ai envie de couper un ananas. Allez hop, je coupe. Oui, mais attends, il faut l'éplucher, là. Je peux éplucher Non, mais l'ananas. si on vous embauche et que vous fassiez des conneries comme ça, mon pauvre, là... Je suis viré tout de suite. Je suis déjà viré. Mais enfin, le coup de main est là, ce que je vois. Ouais, Hein. quand même, hein. C'est quoi le parfum le plus demandé? La vanille, étonnamment. Et on en est très fiers, c'était le parfum préféré de mon grand-père. Vous allez pouvoir déguster ça et me dire ce que vous en pensez. Merci Muriel. Moi je vous dis tout de suite à bientôt. Avec plaisir. C'est vrai que la vanille c'est top. À bientôt Muriel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment ça va? Très bien. Frédéric, on est devant cette magnifique île Saint-Louis. Ce qu'il faut souligner, c'est que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait 2 îles Saint-Louis. Ah oui, et pas n'importe lesquelles. Enfin, c'était des petits îlots quand même, hein. C'était pas très grand, mais c'est des petites îles sur lesquelles on faisait paître les animaux. On appelait ça d'ailleurs l'île aux vaches. Enfin, il y en avait une, c'était l'île aux vaches, et l'autre, l'île Notre-Dame. C'était la campagne à Paris déjà. Ah, mais t'es même pas dans Paris. Paris s'arrêtait avec l'île de la Cité qu'on a derrière nous. Alors, on est vraiment là dans les zones marécageuses, les zones où le fleuve peut passer. D'ailleurs, les îles étaient entièrement inondées en permanence, ce qui donnait une herbe bien verte, bien grasse. Du coup, on y conduisait les animaux, mais attention, il n'y avait pas de pont. Embarque alors, Ah ben voilà, embarque. comme dans le Marais Poitevin. Exactement. Et alors, il y avait aussi les pêcheurs qui venaient pique-niquer, il y avait les amoureux qui traversaient. Et puis, à partir du XVIIe siècle, c'est surtout Henri IV. Henri IV qui décide un petit peu d'agrandir Paris, le cœur de Paris. Seulement, voilà, il est assassiné au mois de mai par Ravaillac. C'est son fils, Louis XIII, qui prend des décisions en disant « Je confie la construction des maisons, des rues sur cette île à un type très bien, un architecte, Christophe Marie. » Le fameux pont Marie, ça n'a rien à voir avec la Vierge Marie. Hein. Absolument, c'est pour Christophe Marie, ce bâtisseur, un pont qui est toujours debout et qui permet de passer de la rive où il y a l'hôtel de ville jusqu'à l'île Saint-Louis. Qui étaient les premiers habitants de cette île? Des ouvriers, des artisans, des commerçants qui habitent au centre de l'île avec des petites maisons. Puis petit à petit, les gens qui ont un peu plus d'argent se disent pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas sur les bords de l'île? Ben oui, là où on a une vue extraordinaire, à la fois sur l'île de la Cité, sur les grands bâtiments et monuments de Paris et puis sur la Seine. Et voilà comment ces beaux hôtels particuliers vont être construits tout autour de l'île. Et pourquoi l'île Saint-Louis? Ah ben Saint-Louis, c'était évidemment en honneur de Louis XIII qui avait commencé à refaire bâtir cette île. Louis XIII, son successeur, Louis XIV, et puis le fameux Saint-Louis, l'ancêtre de la famille, le fameux Louis IX qui avait été béatifié et canonisé. Frédéric, je vous laisse devant Oui. cette magnifique île Saint-Louis. On se retrouve tout à l'heure, on va parler de la Seine qui monte. Avec plaisir. À tout de suite. Attention, je prends ma bouée. Bonjour, je peux rentrer, vous êtes de bonne humeur? Ça va? Je suis de bonne humeur, vous pouvez rentrer. Yvan, Bonjour Catherine. enchanté. J'ai bien lu le règlement, personne ne touche à vos livres. C'est-à-dire que pour toucher au livre, il faut être adoubé. Il faut C'est-à-dire déjà être un bon client qui sait ce Ouais. qu'il veut. Et là, tout est autorisé. Mais il y a combien de bouquins ici? Ben, il y en a beaucoup et il y a 3 épaisseurs. C'est pour ça que je n'autorise pas les gens à toucher les livres. Je touche C'est quand même, hein. Il va tout faire tomber et Alors je ça, vais là, râler. derrière, il y a encore une... Encore une et encore une. D'accord. Dites-moi, vous êtes une espèce un peu en voie de disparition sur l'île. Il n'y a plus que vous en tant que libraire. Et oui, hélas, avant, il y avait 4 ou 5 libraires qui ont tous peu à peu disparu. Et moi, je m'agrippe comme une folle pour résister. Dites-moi, c'est une librairie un peu particulière qui est consacrée uniquement au voyage? Uniquement au voyage. Depuis 71, j'ai ouvert en 71, parce que pendant les 10 ans où j'ai voyagé avant d'ouvrir cette librairie, je cherchais de la documentation sur les pays que j'allais traverser et j'en trouvais pas ou très peu. Et je me suis dit, ça n'existe pas. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez vous précisément? Alors, on trouve énormément de livres sur chaque destination. Il y a presque
tous les pays du monde, pratiquement tous les pays du monde. Et il y a ce que j'ai envie de lire, ce que je trouve. Et c'est ça, le métier de libraire est fantastique parce que tous les jours, et ça fait 44 ans que je suis libraire, je trouve des choses que je n'ai jamais vues. Mais ça va de quoi à quoi de la carte jusqu'au récit de voyage? Ah ben ça Du va, roman. ça va de la carte au roman, au théâtre, à la poésie, à la politique. C'est extrêmement vaste. Il faut que ça raconte un pays. Et il faut que ça raconte un pays. Par exemple, un roman doit être très significatif d'un pays. Et qui donne envie d'y aller aussi. Et qui donne envie d'y aller. 100 ans de solitude, ça donne envie d'aller en Colombie. Alors vous l'avez chopé quand, ce virus du voyage? Et comment? Moi, je l'ai chopé, j'avais 10 ans. Et mes parents m'ont envoyée en pension en Angleterre. J'ai été décoincée et prise au virus du voyage parce que ça m'a donné l'indépendance, voilà. Et puis, j'ai eu cette idée de librairie. Donc, je suis venue à m'installer dans l'île Saint-Louis, alors qu'à cette époque-là, en 71, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'île Saint-Louis? Personne n'ira jamais te voir, personne ne la connaît. » Et c'est vrai, il y a 40 ans, c'était vraiment la province. Sur l'île Saint-Louis, vous êtes Ah ben, bien? c'est mon univers aussi. C'est une île entourée d'eau. Et on est au cœur de Paris. Et ce que je trouve génial aussi dans l'île Saint-Louis, c'est que dès que vous rentrez dans l'île et que vous passez le pont, vous êtes chez vous. C'est des cartes du monde entier? Oui, il y a le monde entier. Alors ça, c'est la Russie. C'est la Russie en Faut des lunettes, hein. 1845. Carte du 19e. Sympathique. Et vous avez voyagé avec des cartes? Oui, beaucoup. Vous avez fait le tour du monde, Plusieurs fois. plusieurs fois. Voilà. Pour moi, la librairie que j'ai créée, ça a été un moyen de continuer à voyager en restant fixe. C'est génial. Je trouve. Merci, Catherine. Je vous raccompagne à la C'est porte gentil. du château. Avant de poursuivre notre balade sur l'île Saint-Louis, on va s'arrêter un instant dans un endroit comme on n'en fait plus à Paris. Un petit garage comme celui de mon enfance. Allez, vous me suivez? Attention au cambouis, hein. Il est incroyable, votre garage. C'est une vraie pièce de musée. Oui, il a été créé en fait en 1939 et rien n'a changé depuis. Vous me le faites visiter, ce garage? Oui, venez avec moi. Alors, c'est un vrai garage, hein. Oui, tout à fait. On répare des anciennes comme des voitures actuelles, de la petite Mini Austin à la Ferrari. Et les clients, ce sont des gens du quartier? Ce sont des gens de l'île? Oui, principalement des clients du quartier, oui, tout à fait. C'est une histoire de famille, ce garage? C'est la troisième famille donc qui est propriétaire de ce garage. Et toutes ces familles se sont engagées à ne rien toucher. Tout à fait. C'était très important pour tous les propriétaires précédents que le garage reste tel quel. Et il est classé, ce garage, ou pas? L'intérieur du garage, non, il n'est pas classé. L'extérieur, oui. Oui. Bon, je compte sur vous, Aurélie, vous ne touchez à rien, parce que moi, j'adore, hein, ça me donne envie de jouer aux petites voitures. En tout cas, là, je vais reprendre mon vélo pour poursuivre ma balade de l'île Saint-Louis. Bravo, vous êtes parfaite. Merci beaucoup. Non! Non! Arrête! Arrête! Ne le bouffe pas! Ne le bouffe pas! Écoute-moi! Mino, pardon! Tu te demandes pardon! Tu ne sais plus ce que tu dis! Tu me demandes pardon! Pardonnez-moi! Pardon, monsieur! Ok. On se connaît. Suivez-moi, je vais vous montrer un endroit improbable. Jean? Oui, Eh ben, il faut vous trouver, vous, hein. eh oui. Bonjour, Jean. Il faut mériter les choses. Eh oui. Se redonner comme ça trop facilement n'a pas beaucoup d'intérêt. Dites-moi, il n'y a pas un centimètre carré de perdu dans votre Non, non, théâtre? non, non. Mais il n'y a pas le choix, c'est tout petit, donc il a fallu avoir des idées géniales. Là, c'est le bureau de poche pour un théâtre de poche. Oui, en quelque sorte. Vous me le montrez? Vous me Oui, faites avec visiter plaisir. votre théâtre? C'est très agréable, oui. Ah, vous Passez. trouvez ça agréable, vous? Ça Ah vous oui. va? Ça vous convient? Ah, très bien. Vous allez mettre plié en deux.
Oui. Ah bon, bah alors. Ah oui, enfin, On va visiter le théâtre comme ça, alors plié en deux. Jean, c'était quoi ici avant d'être un théâtre? un studio d'habitation. Voilà. Que j'ai trouvé tout propre, tout blanc, qui m'attendait. Vous l'avez entièrement transformé en Ah théâtre. bah entièrement, entièrement. Et ce sont les couleurs du théâtre classique, hein? Exactement, rouge et or. Agréable à regarder, que les gens se sentent bien quand ils les contemplent, et non pas ce noir abominable des murs aux chaises et aux sièges qui pratiquement enterrent le public dans des ambiances lugubres. Voulez-vous monter dans la loge? Vous verrez que la féerie continue. Je vous précède. Jean, c'était important pour vous d'avoir un théâtre? Mais écoutez, pour un comédien, avoir la chance à l'âge que j'ai d'avoir un théâtre en activité, c'est une grande grâce que le ciel me fait. Oui. Ah oui. Et c'est votre quotidien, tous les jours vous êtes ici. Vous habitez même au-dessus. Oui, j'ai dû louer le studio pour ne pas avoir de bruit. C'est quoi le quotidien d'un directeur de théâtre? C'est très varié, ça bouge beaucoup, ça n'est pas du tout fixe. Ça consiste des fois à se coucher très très tard la nuit, parce qu'en plus je suis noctambule, donc à se lever évidemment en conséquence, recevoir les artistes qui veulent passer ici, ouais, faire les contrats, choisir les programmes, puis enfin tenir le tas, c'est faire la régie par-ci par-là, ouais, recevoir le public. Et monter sur scène des fois? Oui, oui. La dernière fois que vous avez joué, c'était quand? C'était hier soir. Et vous avez joué quoi? Un spectacle que j'écris sur Oscar Wilde. Vous avez quel âge, Jean? 87 ans dans un mois. Et vous avez l'intention de prendre votre retraite? Non. Bah, je suis en retraite officiellement depuis très longtemps. Ouais, Vous aussi, vous voulez mourir sur scène, quoi. Pourquoi pas? Jean, j'entends que la répétition redémarre. Oui, oui, pourquoi? Faut y aller? Oui, absolument, oui, oui. Merci. Merci à vous. Bye. Frédéric, on est tout au bord d'un fleuve, la Seine, tranquille, paisible, serein. Ça n'a pas toujours été le cas. Ah que non, c'est un fleuve vivant, donc qui a servi longtemps évidemment pour le commerce. On naviguait difficilement, et puis c'est monté à des hauteurs incroyables, jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50 au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. D'où ces murs pour protéger la ville. Absolument, des hauts murs effectivement, mais des hauts murs qui n'ont pas servi en 1910. Oui, qu'est-ce qui s'est passé précisément en 1910? Écoutez, ça commence dans la nuit du 18 au 19 janvier 1910. Des pluies torrentielles, mais torrentielles comme on n'avait jamais vu ça. Ça tombe sur Paris et l'Île-de-France. Donc ça remplit déjà les rivières qui sont tout autour, qui se jettent dans la Seine, qui gonfle et qui vient à Paris. On ne l'arrête plus. 2 chiffres. Normalement, en temps normal, par période de chaleur, la Seine, c'est 30 mètres cubes seconde. Ce jour-là, 2400 mètres cubes seconde. Le Zouave, au pont de l'Alma, il en avait jusqu'à... Ah oui, alors c'est la référence à Paris, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'a même pas les pieds dans l'eau. À l'époque, c'était au-dessus des épaules, pratiquement à la bouche. Et ça veut dire quoi? Paris ressemblait à quoi? C'était un énorme lac? C'était Venise. C'était Venise. On se déplaçait même en barque, donc des petits bateaux pour les secours. Et puis, il fallait nourrir les personnes âgées qui restaient chez elles, parce qu'on restait enfermés. On avait installé des planches pour se déplacer, mais c'était pas suffisant. Et puis, il a fallu sortir les prisonniers qui étaient dans les sous-sols du palais de justice. Les bateaux ne peuvent plus naviguer sur la Seine tellement elle est haute, on ne peut plus passer sous les ponts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas eu de victimes. Pas eu de victimes. On a tenu 30 jours sous l'eau pratiquement, dans Paris. Alors, ça peut se reproduire. A priori non, puisque tout est régulé. La Seine, il y a des barrages en amont, donc on se dit que c'est tranquille. Mais quand même, vous savez, au début du XXIe siècle déjà, on avait prévu la chose. Et puis là, on se dit, tenons-nous prêts quand même, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'ai toujours une paire de bottes dans mes sacoches de vélo. Et vous êtes prévoyant, vous. Je vous laisse flâner avec vos bottes au bord de la Seine. Moi, je continue ma balade sur l'île Saint-Louis. Ça à me bientôt, botte. Frédéric. Ça me botte. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que chez vous, on peut apprendre à pêcher à la mouche. Exact, exact. Moi, je connais absolument rien. Oui. C'est quoi précisément ce sport? Alors, on ce peut- sport... On peut appeler ça un sport. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce sport, c'est... On imite
ce que la nature propose dans l'alimentation des poissons. C'est-à-dire que vous avez des formes d'insectes qui vivent à l'état larvaire dans l'eau et qui se transforment en insectes volants, si vous voulez. Et les poissons se nourrissent de ces insectes. Donc toute la stratégie, c'est d'imiter ces insectes à divers stades de leur transformation. Là, vous avez ce qu'on appelle une nymphe. D'accord ? Une nymphe. Donc, ensuite, ça, c'est le stade émergent, c'est-à-dire au moment où l'insecte va sortir. Il va s'envoler. Et puis, si vous voulez, voilà, on peut dire que ça va être l'insecte final. Pour bien pêcher la mouche, il faut connaître bien les poissons et aussi les insectes. Et exactement. C'est là où c'est intéressant comme pêche, c'est qu'il faut avoir quand même un minimum de connaissances des insectes. Un maximum plutôt. Ouais, non, il n'y en a quand même pas des 10 000. Hein. Mais enfin, il faut connaître un minimum d'insectes et puis être attentif à ce qui se passe dans l'eau. Nous, on suit ce que fait la nature, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il faut leur présenter quelque chose qui ressemble à ce qu'elles sont en train de manger. Qu'est-ce qu'on pêche avec des mouches? Truites, ombre, bien sûr les saumons, le brochet, le bar en mer et tous les poissons tropicaux comme le bonnefiche, le permit, tous ces poissons-là. Là, c'est quoi? C'est le rayon mouche disco, là? Oui, ça, ce sont des mouches à saumon. C'est magnifique, ça. Ouais. Et ça, c'est une mouche à quoi, ça? Ça, c'est une mouche à brochet. Pour en faire des boucles d'oreilles, non? Ça arrive qu'on les achète pour ça. Ah bon? Oui. Vous avez des clientes qui viennent? Oui. Ou des oui, clients? Les clients, je coupe l'hameçon, là, parce que... Oui. Bon, là, on voit l'hameçon, je le coupe, et puis elles s'en font des boucles d'oreilles. Et autre chose. Et alors là, c'est quoi, ça, là? Ça, c'est pour le black bass. Voilà, c'est ce qu'on appelle un popper. Un popper? Un popper, ah oui. Un popper, c'est une mouche, si vous voulez, qui est comme ça. Quand elle est sur l'eau, il faut tirer sur sa soie et ça fait comme une grenouille. Pouf. Voilà, il faut que ça. Alors, il est parti. On se met là, c'est bon, là, c'est le bon endroit? Là, c'est parfait. Là, c'est Vous avez parfait. du poisson. Voilà. Alors, donc, le but de la manœuvre, ça va être de poser ça à la surface de l'eau. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait ce mouvement-là, je peux tirer sur la soie pour trouver de la longueur. Et quand on a la longueur voulue, hop, on vient poser sa mouche à la surface de l'eau. Vous essayez? On essaie. Je suis pas Allez. sûr que ça marche, mais on va essayer. Non, mais il n'y a pas de souci, je donne un peu de... Comment on appelle ça? De Voilà. mou? Non, vous le tenez au contraire très fermement. D'accord. Faut pas lui donner de mou, là. Donc là, l'avant-bras bien tenu, Ouais, comme ça. Comme ça, et on y va. Hop, voilà. Tu vois, ça va pas du tout au même endroit. Mais c'est c'est normal. Oui, ça allait par là, moi ça va par Voilà, là. mais c'est normal. Je vais venir de votre côté, et on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, hein. Tranquille, décontracté. Ouais. Allez, hop, on y va. Hop. Voilà, tranquille. Oh là, il faut pas lui mettre de coups. Hop. Là, tranquille. Ah oui, il faut poser. Voilà, c'est la canne qui travaille. Et nous, on fait rien. Voilà. Vous voyez là, hop. Voilà. On laisse dériver la mouche, comme ça. Si un poisson est là et que ça l'intéresse, il va venir la prendre. Le poisson va se débattre et on ramène son poisson comme ça. Qui vous a appris à pêcher, alors? Alors, moi, j'ai commencé au début avec mon grand-père et je suis venu à la Maison de la Mouche pour apprendre aussi à vraiment me perfectionner. Moi, j'ai dû commencer à pêcher, je devais avoir 6 ans. Donc, on pêche avec une canne, un bouchon, on pêche les vairons, les goujons. À la mouche, c'est la pêche la plus noble, non? Ouais, moi, c'est celle que je préfère. Pourquoi? C'est celle que je préfère. Mais parce que c'est une pêche qui est relativement écologique, on pêche léger. Vous voyez, hein, le matériel, c'est ça, il suffit de mettre une mouche au bout et on peut déjà pêcher. C'est pas une pêche destructrice. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? On se vide vraiment la tête. Depuis tout à l'heure, vous tout seul, vous manipulez la canne. Mais voilà, ça, c'est le premier plaisir qui existe. C'est de sortir cette soie, de poser cette soie. Ça n'existe que dans cette pêche-là. On le refait ensemble? Là, c'est bien, tranquille. Hop. Voilà. Voilà, le temps d'attendre, vous voyez? Il faut attendre. Oh. Quand elle est bien détendue derrière, on sent un poids, un léger poids derrière. Toc, ça veut dire qu'on peut revenir. Si on sent derrière que c'est tendu, hop, là, on peut revenir. Là, voilà, ça c'est génial, Très bien. Ah si, c'est bien. Pour une première fois, c'est quand même génial. Voilà. C'est vrai que ça vide la tête, parce qu'il faut être complètement concentré sur le geste. Oui. En tout cas, c'est très agréable de terminer cette émission et ma balade sur l'île Saint-Louis en pêchant avec vous, Alain. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Moi, je vais continuer à m'entraîner un peu.
Ouais. Hein? Tu connais bien là, hein? On est parfait, changez rien, top, tout va hein? bien. Oui. Au soleil, au bord de la Seine. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? De rien. Ben voilà, c'est ça le bonheur. La pêche à la mouche. Exactement. Sur la Seine, Exactement. dans Paname.